On est live. La petite dame a dit qu'on était live. Bonjour à tous. On est live, bonjour tout le monde. Alors, combien sommes-nous? Une Ça quarantaine grossit pour forcément. l'instant. Bon, on a le temps un peu d'attendre les premiers, que les gens rejoignent au fur et à mesure. Exactement. Est-ce qu'on peut nous dire, comme d'habitude, pour ceux qui sont les habitués, est-ce qu'on nous entend bien côté JV Web, qu'on ne fasse pas un monologue pendant 1 heure? Je vérifie. Et après, on va pouvoir attaquer. Ça continue de monter. J'ai pas vu s'ils m'ont répondu. Parfait. On est tout bon. On est bon? Ouais, on est bon. Parfait. Eh bien, je te propose qu'on commence, ça continue gentiment à grossir. On a la petite intro comme d'habitude, le temps que tout le monde puisse se connecter. Est-ce que tu veux commencer à te présenter déjà? Je peux. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Pierre, team leader du pôle SMA chez JV Web. On va vous partager aujourd'hui et présenter avec Sylvain nos secrets pour les retailers pour booster vos campagnes Facebook Ads en 2023. On a vu que certains participants étaient déjà à notre précédent webinaire SMA en février, donc bienvenue à vous de nouveau. On a vu aussi qu'il y avait des nouveaux noms, donc enchanté. N'hésitez pas à partager vos commentaires, vos questions, vos doutes au fur et à mesure de la présentation. L'idée étant d'être le plus interactif possible aussi à chaque fin de chapitre, on y reviendra avec Sylvain. Donc, je vais vous partager tous mes secrets, comme je vous ai dit, pour ce webinaire, pour vous permettre de prendre du recul sur votre compte publicitaire, sur sa gestion, afin de vous permettre de mieux investir et aussi de plus investir pour vous faire gagner du business. J'ai rejoint JV Web, moi, personnellement, pour un peu d'historique il y a quelques années en tant qu'account manager et je suis monté progressivement sur le poste de team leader. Aujourd'hui, j'accompagne et je développe une autre équipe d'account manager sur le SMA et je les aide à progresser tant sur la gestion de leurs clients que sur la gestion des plateformes qu'on utilise, nous, sur le SMA. Aujourd'hui, on fait un focus sur Facebook Ads, mais on utilise aussi d'autres plateformes chez JV Web. Donc, j'avais à cœur de vous présenter ce webinaire aussi aujourd'hui, qui est issu du fruit de mon apprentissage au fil des dernières années et pour vous présenter mes tips et surtout mes secrets pour bien optimiser votre compte publicitaire. Maintenant, je laisse la main à Sylvain pour te présenter. J'en ai Yes, dit. merci. Moi, je fais plus court parce que l'expert, c'est Pierre. Donc, moi, c'est moins intéressant. Je suis le team leader du pôle 16 de JV Web. Et pour ceux qui ont l'habitude, voilà, vous me voyez à chaque fois sur les webinaires et c'est toujours autant un plaisir. On a déjà des questions du coup. Donc, tu as fait une très belle intro sur le principe des questions au fur et à mesure. Donc, du coup, ça y est, c'est parti. Tan, désolé si je prononce mal. Donc, merci de me dire que nous entend bien. Et la présentation, comme ça, tout le monde l'aura. Sera envoyé ensuite à tous les participants. Donc, tu peux prendre des notes si tu veux, puisque c'est quand même intéressant. Mais de toute façon, tu la recevras derrière. Bonjour à tous, Sylvain, Pauline qui nous ont dit que le son était OK. Bon, on me dit quand même que les AirPods, c'est pas la folie au niveau micro, donc il faudra bien articuler, tu vois, rien ne vaut le bon filaire, Okay. mais ça va le faire. Parfait. Du coup, aujourd'hui, comme Pierre l'a dit, on va vous présenter un petit peu comment booster les campagnes sur Facebook Ads, principalement concerner la partie e-commerce et retail. Rapidement, pour ceux qui nous découvrent, qui est JV Web, nous, on est une agence spécialisée en acquisition sur les leviers que je vais vous montrer après, dont Meta, dont on va parler. Une idée un peu des références qu'on peut avoir. Beaucoup de e-commerçants, de retailers forcément, toute l'expérience qu'on va partager aujourd'hui et aussi des acteurs bien sûr dans le lead. Nous, on existe depuis 2004, on est 90 personnes basées à Montpellier ou Épierre, à Genève où je suis, à Paris et puis aussi à côté de Londres et on accompagne plus de 500 clients en fait aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On a plusieurs pôles en fait chez JV Web. Les pôles vraiment dédiés à l'acquisition qui sont la partie paid search, la partie paid social dont on va parler aujourd'hui, principalement Meta, mais bien sûr on œuvre aussi sur l'ensemble des réseaux sociaux, TikTok, LinkedIn, etc. De la programmatique, du référencement naturel, voilà, c'est ces leviers qui sont très complémentaires, avec d'autres services transverses qu'on propose, le pôle studio,
sur la partie landing page et surtout sur la partie créa qu'on va aborder par la suite. Le pôle R&D et le pôle data qui travaille voilà, sur des outils en fait de gestion de campagne, d'optimisation, de productivité, toute la partie tracking data qui est un des volets aussi dont on va parler aujourd'hui et qui est clé. Voilà pour ça. Pendant que je vous donne le sommaire, je vais lancer le petit sondage. Ça prend toujours un peu de temps, ça permet de meubler. C'est le bon, voilà. Aujourd'hui, on va vous parler de trois, on va dire, briques essentielles. Le dispositif, la structure qu'il faut mettre en place pour être performant sur Meta, de quelle manière vous utilisez, il faut maintenant utiliser votre donnée pour mieux traquer et mesurer les performances et après, bien sûr, comment être capable de produire des créas qui soient performantes et dont on est capable de les renouveler fréquemment. Donc, on a lancé un peu le sondage. Il n'y a pas de piège. L'idée, c'est, même si on va aborder les 3 points, c'est de savoir aujourd'hui pour vous quel est celui qui est le plus prioritaire. À la limite, ça permettra aussi à Pierre de savoir comment on axe. C'est assez serré. On est pour l'instant à 50% sur la structure. Donc, la structure plus importante que le tracking ou la créa, même si on sait que ça va, que tout est lié hein, forcément. Je vais laisser encore quelques secondes, près de la moitié à avoir voté. Ne soyez pas timide, allez-y. Votre contribution nous sera utile pour la suite de la présentation. 60%, ça y est, ça grossit. On a encore du monde qui nous a rejoint. Hop, je vais le couper. On est déjà à 80. Alors, je n'affiche pas les résultats parce que ça va être encore un petit peu lent, mais pour vous donner une idée, c'est plus serré, ça avait pas mal bougé au début. On est à quasiment 50% sur la structure qui répond aux objectifs, 30% créa, 24% sur la partie data et tracking. Et notre réponse, je ne sais pas s'il y a des priorités à avoir ou pas, mais on est sur du 33, 33, 33 pour chacun, puisque l'un va avec l'autre, et si on ne fait pas l'un ou qu'on priorise l'autre, forcément, il y a des impacts. Donc, l'objectif, c'est de tout travailler, mais voilà, on attaque en premier sur la structure, donc je sais qu'il y a une grande partie qui va être plus attentif, a priori, sur celle-là. Voilà pour ça, et Pierre, je te laisse directement enchaîner. Yes, merci beaucoup Sylvain. Du coup, comme tu l'as bien annoncé, effectivement, on va faire un focus d'abord sur la structure. On passera ensuite sur la partie tracking, analyse, et ensuite on finira par les créas. Donc, si on avance et qu'on passe sur la structure, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous chez JVWeb, on s'est rendu compte qu'on a 3 erreurs classiques qu'on rencontre souvent lorsqu'on fait des appels d'offres, lorsqu'on fait des propositions commerciales. Ce sont des types d'erreurs qu'on rencontre sur la grande majorité des comptes. Et pour autant, même si elles sont classiques, elles sont répétables et elles vous font perdre parfois, s'il y a des grands investissements, des dizaines de milliers d'euros tous les mois. Donc en fait, l'idée, c'est de se faire un petit focus d'abord sur ces 3 erreurs classiques. Donc la première, effectivement, c'est lié avec ce dont on va parler, c'est votre structure de compte. On s'est rendu compte que soit dans un cas, elle est trop simple et trop basique et du coup, elle ne vous permet pas d'aller chercher la croissance dont vous avez besoin, ou soit dans un second cas, elle est trop granulaire et du coup, elle va brider l'algorithme qui n'arrivera pas à récupérer assez de signaux justement pour pouvoir optimiser son ciblage et vous offrir les meilleurs coûts. Donc, les impacts, c'est que ça ne permet pas d'exploiter tout le potentiel de la plateforme et que vous n'atteindrez pas vos objectifs. La deuxième erreur type qu'on voit, c'est par rapport au tracking. Pas de surprise non plus. On se rend compte que les systèmes de tracking ne sont généralement pas assez fiables. On est dans un monde qui a évolué post-iOS 14. On ne va pas refaire tous les discours, mais aujourd'hui, il est grand temps de changer justement votre manière de piloter et la manière dont vous récoltez vos infos. Donc, il y a des solutions qui ont été mises en place, mais il y a de gros impacts si ces solutions ne sont pas encore en place, parce que l'algo ne pourra pas optimiser correctement. Toutes vos conversions ne remonteront pas sur votre compte publicitaire et vous allez avoir du mal à valoriser en interne chez vous le SMA et du coup, vous allez passer à côté de certaines opportunités. La troisième erreur type, c'est à propos de la créa. Ma question principale, c'est est-ce qu'elles sont adaptées à votre cible? Est-ce que vous les testez fréquemment? Et si vous les testez, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'annonceurs qui arrivent à les tester, mais qui n'arrivent pas à dégager les enseignements et les learnings qui seraient nécessaires justement pour le développement du compte. Donc, c'est les 3 erreurs types et
maintenant, je sais que c'est dur, on sait, effectivement, c'est un point compliqué pour vous, mais si vous ne les mettez pas en place, si vous continuez de les faire traîner, ces points durs, vous perdez tous les jours un peu plus d'argent. Et c'est ça le problème, justement, aujourd'hui. C'est que c'est un point dur. Donc, mon premier secret, c'est d'arrêter de faire traîner ces sujets. Il faut y aller. Maintenant, de ces 3 erreurs types, on en a dégagé 5 critères de réussite. Donc là, je vais vous présenter ma propre checklist que j'ai mise au point au fur et à mesure des années. C'est une phase préliminaire qui vous paraît anodine, mais qui est super essentielle en fait. On s'est rendu compte qu'avec cette checklist, on peut rattraper beaucoup de quick wins et ça vous permet tant bien d'auditer votre compte que de savoir vous-même si vous êtes au niveau ou pas. Le premier, c'est est-ce que vos objectifs sont clairs? Le volume versus la rentabilité, en fonction de votre contexte, où est-ce que vous vous situez? Eh ben, ça paraît une question anodine, mais en fait, beaucoup de personnes ne savent pas répondre à cette question. On sait que 2023 est une année compliquée pour les retailers, pour les e-commerçants. Pour autant, cette question est fondamentale. C'est une phase préliminaire. Le deuxième point, c'est la structure. Est-ce que votre structure est malléable et souple en fonction de la saisonnalité? C'est un point clé qui est trop souvent oublié par les annonceurs. Si vous ne le faites pas, vous allez surdépenser en période calme et vous allez passer à côté de certaines opportunités en période forte. Donc, mettez à jour votre structure et faites-la évoluer au fil de l'année. Troisième point, c'est est-ce que votre structure elle est optimale et bien découpée sur chaque étape du funnel? Est-ce que vos audiences ne se chevauchent pas? C'est-à-dire, est-ce que vous investissez uniquement une seule fois et que vos audiences d'acquisition et de retargeting sont bien séparées? Et bien, force est de constater que chez la plupart des annonceurs, on retrouve des audiences d'acquisition, de retargeting un peu mélangées et du coup, on ne profite pas de toute la force de l'algorithme pour pouvoir cibler et envoyer des messages précis en fonction de la place dans le funnel à vos utilisateurs. Le quatrième point, c'est éviter la granularité. Aujourd'hui, on ne fait plus du Facebook Ads comme on en faisait il y a 5 ans, il y a 10 ans. On a perdu la capacité d'ultra ciblage, et c'est un point qu'on nous remonte souvent. Donc, on sait que c'est contraignant pour vous. Néanmoins, aujourd'hui, l'algorithme, il est tellement fort que on peut essayer forcément de challenger les ciblages, etc. Mais plus on aura des audiences vastes et larges, meilleurs seront les résultats. Donc, évitez d'avoir une structure trop granulaire et laisser libre cours à l'algo d'optimiser lui-même son ciblage en fonction des performances que vous allez récupérer. Et le dernier point, c'est l'une des questions les plus importantes à se poser, c'est est-ce que vous testez vos créas? Si vous les testez, quels sont vos enseignements? Est-ce que vous arrivez à en tirer quelque chose? Est-ce que votre structure est adaptée au test de la créa? Maintenant, on va vous présenter 3 exemples types de structures selon les objectifs les plus communs. Donc, on a la rentabilité, la croissance et la notoriété. Selon les étapes du funnel, on va remonter de plus en plus. Par contre, là où j'attire votre attention, c'est que c'est une base de discussion. On accompagne beaucoup d'annonceurs, par exemple, dans la mode et le prêt-à-porter chez JV Web, et je vous assure que j'ai jamais vu 2 structures identiques. Votre structure est le fruit du développement de votre compte. Au fil des ans, vous allez tester, que ce soit des créas, que ce soit vos audiences, que ce soit votre ciblage géographique. Vous allez tester tout ça et ça va faire en sorte que votre compte vous est propre. Donc, ça ne sert à rien de copier la structure type. On va partir d'une structure type. Si vous êtes totalement novice débutant et que votre compte publicitaire vient tout juste de naître, donc félicitations à vous. Mais cette structure type, on va l'adapter et on va la faire évoluer au fil du temps. Donc maintenant, la première structure type qu'on va vous présenter, c'est le focus rentabilité. Et n'hésitez pas si, ça va pas vous le passer à la salle, si vous avez des questions sur des problématiques de structure, puisque comme il a dit, on va présenter une base et après, c'est le fruit des évolutions. Donc, on a prévu pas mal de temps aussi pour pouvoir échanger avec vous. Donc, s'il y a des problématiques spécifiques à la structure des questions, je ne dis pas qu'on aura réponse à tout parce que il faut avoir des fois certains éléments pour, mais on se fera un plaisir voilà, de détailler, de voir un peu du cas par cas, là où on est un peu obligé de vous montrer dans l'ensemble ce qu'on peut mettre en place. Exactement. C'est tout notre message de on est là pour discuter avec vous. On est là pour faire évoluer votre propre structure. Donc pour la première, on va partir sur forcément les campagnes les plus bas de funnel. On va commencer avec une campagne de conversion ou de catalogue avec votre flux produit. Tu peux passer, Sylvain. Là-dessus, le
B.A.B.A, le classique, c'est d'avoir une campagne ou deux d'acquisition, une autre de retargeting, dans laquelle vous allez faire évoluer vos audiences et vos ciblages. L'objectif étant un objectif d'achat. En complément, est sortie l'année dernière la campagne Advantage plus Shopping. Donc, c'est la nouvelle campagne fonctionnalité sur Meta qui se rapproche un peu de la campagne Performance Max sur Google. Vous devrez être familier avec ça. Ça nous permet d'utiliser toute la force de l'algorithme et toute la force du machine learning pour pouvoir avoir les meilleurs coûts nécessaires et remonter le plus d'achats, le plus de CA sur la plateforme. Et ce qui veut dire que vous allez optimiser vos coûts, vos ciblages et vos performances. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant. Là, pareil, dans la campagne Advantage plus Shopping, pour ceux qui n'avaient pas suivi, ça nous permet de mettre au sein d'une même campagne une audience d'acquisition et de retargeting. Et on peut aller jusqu'à 150 créas mixés entre les catalogues et les créas classiques, ce qu'on ne pouvait pas avant. Avant, on était obligé d'avoir deux campagnes séparées. Donc ça, c'est un prérequis aujourd'hui aussi, la campagne Advantage Shopping Plus. La dernière typologie de campagne, elle dépend un peu de votre appétence et là où vous en êtes au sujet de l'omnicanalité. Donc le Drive to Store, il y a énormément de bénéfices si on arrive à remonter les conversions offline. Je m'explique. On se retrouve souvent confronté au cas où on a du mal à remonter les conversions offline parce que vous avez des freins généralement en interne. Pourtant, lorsqu'on se rend compte de la puissance de ces campagnes de Drive to Store, sur une audience géolocalisée autour de votre magasin, en fait, on se rend compte que c'est 9 fois sur 10 des campagnes qui sont extrêmement rentables et qui vous permettent de driver des gens en magasin pour les faire acheter, tout simplement. Donc voilà pour le focus rentabilité. Encore une fois, tous les e-commerçants n'ont pas la même structure et la vôtre dépend de vos apprentissages et elle va évoluer au fil du temps. C'est un travail de longue haleine. Donc on part de cette structure type et on la fait évoluer. Si on avance sur l'acquisition focus croissance, il faut bien constater que c'est des campagnes en addition des campagnes de conversion qu'on vient de vous présenter. Ce n'est pas juste à faire ça. Mais vous vous posez sûrement la question de savoir si vous pouvez garantir la rentabilité en remontant dans votre funnel de conversion, donc en essayant de travailler les prospects. La réponse est oui, bien entendu. Sinon, on ne vous le présenterait pas aujourd'hui. Mais on sait que, pour rappel, on est sur des non-intentionnistes sur Meta. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va chercher sur Google, qui va avoir son idée claire en tête, mais on cherche à déclencher ce besoin et déclencher cet acte d'achat. Donc, c'est très important aussi de travailler les gens en amont, les prospects. Et du coup, ces campagnes d'inscription à la newsletter pour la colonne de gauche ou de lead ads nous permettent de générer des prospects que vous allez ensuite pouvoir retravailler via votre stratégie d'emailing ou via d'autres typologies de campagnes qui vous permettraient d'exploiter ces adresses mail, ces noms, ces prénoms, etc. Donc, c'est très important aujourd'hui de mettre en complément, si vous cherchez de la croissance, de mettre en complément ces campagnes qui nous offrent souvent des très bons coûts par lead et qui nous permettent justement de chercher du business dans un second temps. Niveau expert, pour ceux qui font du lead ads, parce qu'on sait, on a vu aujourd'hui qu'on était bien accompagné et qu'il y avait du joli monde dans la salle de ce webinar. Si vous êtes expert, sachez que maintenant, vous pouvez lier votre CRM à Meta pour la campagne de lead ads. Ce qui veut dire que vous n'êtes pas obligé de ramener vos leads à la main et de les télécharger pour ensuite pouvoir les récolter. Ils sont envoyés directement dans votre CRM. Et la force de cette liaison, c'est aussi que votre CRM va pouvoir renvoyer les informations à Meta sur la qualité de ces leads. Donc, généralement, c'était un des freins qu'on nous remontait. Les leads n'étaient pas assez quali. Maintenant que votre CRM envoie la qualité de ces leads, vous allez pouvoir optimiser non pas au volume de leads, mais au volume de conversion. Donc, diffuser vos annonces auprès des utilisateurs qui sont le plus enclins à acheter. Ça, c'est pour passer pro. Dernière typologie de campagne dans cette focus croissance, c'est évidemment la campagne de trafic qualifié où on va optimiser au vu de contenu. Donc, au-delà du fait que ça va nous servir pour augmenter votre trafic sur le site, pareil que vous pouvez recibler via d'autres campagnes en complément du SMA, l'avantage caché, c'est que ça permet d'augmenter les tailles de bassin d'audience de nos campagnes de retargeting classiques et de retargeting catalogue avec le DPA. Donc, ça vous améliore aussi les perfs. C'est toujours cette histoire de travailler vos audiences et vos utilisateurs en plusieurs temps, avec des messages commerciaux qui sont différents aussi. Est-ce que tu as un exemple à nous donner d'utilisation, par exemple, d'un lead ads sur quel temps fort tu peux l'activer, typologie, message pour collecter et comment tu l'utilises après derrière en pratique? Oui, c'est ça. De mémoire, là, je pense à Laura Star, qui est un annonceur
qu'on accompagne historiquement à l'agence depuis plusieurs années, où on profite des temps forts pour pouvoir travailler la cible en plusieurs fois. C'est-à-dire qu'en amont de ces temps forts, aujourd'hui, ça va bientôt être les soldes qui vont démarrer, et bien là, on est en plein dans leur campagne de recrutement de leads. Aujourd'hui, on récolte les leads via les campagnes de lead ad et via le site internet pour pouvoir les retravailler derrière dans un second temps pour pouvoir leur envoyer des mails sur les offres promotionnelles en cours. On sait qu'ils attendent le top départ des soldes et on sait du coup à quel point c'est important de venir déjà planter une graine dans leur tête pour leur dire « et on est là ». Et c'est maintenant l'occasion d'acheter, l'occasion pour toi, elle se représentera peut-être pas. Donc, let's go. Ok. J'ai une question de Eva, si jamais tu as la réponse sur la partie, la notion de RGPD, du lien CRM qu'on fait avec le lead ads. Comment ça fonctionne? Est-ce que les données envoyées sont cryptées entre deux ou pas? Comment ça va, Alors, tu sais? on les remonte via des clés de cryptage, donc on les envoie pas en clair, ce qui permettra à Meta ensuite de faire le lien entre les données cryptées que vous envoyez et les données cryptées qu'ils ont sur la plateforme tout simplement. Donc grâce à ces clés de cryptage, ils arriveront à matcher les informations que vous voulez envoyer et de retrouver les utilisateurs qui y sont liés. Donc, pas de données personnelles utilisées pour faire le matching. Pas de données personnelles en clair qui sont envoyées sur les serveurs de Meta, effectivement. Merci. Avec plaisir. Ensuite, la dernière typologie de structure, c'est l'acquisition full funnel ou notoriété. Donc là, on remonte encore sur des personnes qui sont absolument pas du tout intentionnistes, mais qu'on va vouloir travailler. Certains annonceurs pensent vraiment investir à perte avec ces campagnes haut de funnel, mais c'est totalement faux quand on considère la nature justement non intentionniste des utilisateurs Meta. Et là, je vous renvoie à votre propre cas. Quand est-ce que c'était la dernière fois où vous avez été ciblé sur Meta et que directement dans la journée, vous avez craqué, vous êtes passé à l'acte d'achat et vous l'avez fait? Bah, il y a de grandes chances pour que vous me dites, en fait, je me souviens même pas la dernière fois où j'ai vu une pub sur le SMA et j'ai craqué tout de suite, j'ai acheté. Donc, en fait, vous avez besoin vous-même d'être rassuré, de commencer à connaître la marque, d'avoir des preuves, que ce soit des preuves sociales, que ce soit des preuves d'autres utilisateurs, consommateurs, qui peuvent vous rassurer et qui peuvent justement orienter un peu ce message et renforcer votre volonté d'achat et votre besoin. Donc aujourd'hui, c'est à ça que répondent ces campagnes. Les campagnes de notoriété et de couverture vont être axées beaucoup plus sur des messages de branding. Donc vous allez non pas leur vendre des offres commerciales, mais leur vendre tous les aspects de votre marque. Pourquoi est-ce qu'elle est meilleure que les concurrents? Qu'est-ce qui vous différencie? Est-ce que vous faites de la livraison gratuite? Quels sont vos USP? Toutes ces questions que peuvent se poser des consommateurs au cours de leur parcours d'achat sont des questions que vous allez répondre grâce à ces campagnes de notoriété de couverture. Ce sont aussi les campagnes qui ont des CPM super attractifs que vous pouvez comparer à d'autres réseaux très attractifs. Mais il n'est pas rare de voir des CPM à 1 euro sur des campagnes de notoriété ou même moins. Donc en fait, vous vous tirez une réelle balle dans le pied si vous ne profitez pas de la diffusion attractive de ces campagnes, que ce soit sur Facebook, sur Instagram ou sur les réseaux partenaires. Donc si vous êtes dans ce cas-là, effectivement, ça vient en addition des deux premières typologies de structures qu'on a présentées. Et avec ces trois structures, vous avez un dispositif full funnel complet avec vos campagnes de notoriété, vos campagnes de considération avec la prospection et vos campagnes de conversion avec le catalogue, ASC+, et Drive to Store. Sachant que je précise aussi, c'est que faire des campagnes pour faire de la volumétrie, donc on active des nouvelles campagnes ou faire de la notoriété pour avoir une stratégie full funnel, on n'est pas en train de dire qu'il faut des investissements qui sont forcément énormes. On associe souvent branding à des milliers, voire des centaines de milliers de budget. Ce n'est pas forcément le cas. On peut faire de la notoriété qui est très ciblée. On peut faire de la notoriété, petit intro de la suite, sur des périodes de temps forts, voire sur des périodes de temps faibles, donc sur des périodes qui sont définies. Et ça ne sous-entend pas qu'il faut être un très gros annonceur et qu'il faut des énormes budgets. On peut faire des choses de manière quand même assez très ciblée pour développer une cible spécifique sans avoir des budgets qui soient colossaux, quoi. Effectivement. J'ai une question de Pauline. Est-ce qu'il est intéressant en notoriété de faire une campagne de vue de vidéo et de recibler ensuite les personnes ayant vu les vidéos?
est-ce qu'on peut parvenir à cibler 100% des personnes qui ont vu justement la vidéo? Donc, est-ce qu'on peut faire une campagne de noto sur de la vidéo et qu'est-ce qu'on en fait derrière, quoi? C'est une bonne question. Effectivement, c'est une super question. Merci Pauline pour ta question. Et aujourd'hui, effectivement, c'est la force de la campagne de notoriété aussi, où on peut optimiser à la vue de vidéo, ce qui veut dire que toutes les audiences que tu auras déjà travaillées, tu vas pouvoir les recibler. Et ensuite, à toi de mettre le curseur selon ta vidéo, selon la longueur de la vidéo, selon ta connaissance de ta cible, sur est-ce que je veux recibler les personnes qui ont vu 25% de la vidéo, 50%, 100%? Il y a des écarts entre, mais à partir de quel moment tu te dis, OK, l'utilisateur, il a vraiment été intéressé par ma vidéo et il n'est pas juste arrivé sur la vidéo et il a scrollé en 5 secondes. Donc, potentiellement, pour avoir une taille d'audience qui est relativement élargie, un bon juste milieu pourrait être de commencer à recibler les gens à partir de 50%. Si tu vois en fonction des premiers résultats que tu auras sur ta deuxième campagne, donc de conversion, probablement si tu veux les recibler, tu peux optimiser sur le 75%. Si tu as mis un gros budget, par exemple, un gros investissement sur la campagne de notoriété. Donc, c'est tout à fait possible et c'est justement la force aussi de ces campagnes de notoriété. Et c'est la force aussi d'une stratégie full funnel. Peut-être qu'on l'a pas assez précisé, mais c'est pas des campagnes, enfin des objectifs de campagne, une typologie de campagne qu'on va mener en silo. C'est vraiment une suite logique dans la customer journey de se dire on fait découvrir notre marque et pour ça on travaille de la notoriété. On veut aller chercher en fait des nouveaux clients et on va passer par des campagnes d'engagement pour ensuite aller les travailler sur des campagnes en fait de conversion. Et en fait on utilise toutes ces audiences sur l'ensemble de ces typologies de campagnes en fait pour les amener à transformer par rapport à où ils en sont avec leur engagement avec votre marque ou leurs besoins, quoi. Si c'est vrai que si on fait de la notoriété et qu'on n'utilise pas du tout les audiences derrière et on se dit qu'on a juste gagné en mémorisation, en notoriété, c'est un premier point. Mais en fait, on a fait 50% du job. Il faut aussi aller utiliser les gens qui ont été réceptifs en fonction justement de KPIs que tu donnais et après leur proposer des messages pour les engager, pour les faire convertir en fait. C'est comme ça qu'on nourrit les campagnes d'acquisition et qu'on n'essouffle pas aussi les campagnes d'acquisition puisqu'arrivé au bout d'un moment, si on ne travaille pas au début sur le développement de la marque, c'est ce qu'on paye plus tard après sur de l'acquisition en fait. Les trois campagnes sont liées. Tout à fait. J'ai pas d'autres questions à date, hein. N'hésitez pas vraiment s'il y en a, même si c'est spécifique comme celle-ci, c'est toujours intéressant qu'on ait tous les réponses et l'avis de Pierre dessus. On passe après, vas-y, sur la partie saisonnalité. Sur la partie saisonnalité, qui est une très grosse partie aussi de votre structure, de là où on voulait vous emmener aujourd'hui. L'un des secrets aussi, c'est l'adaptation de votre structure en fonction de la saisonnalité. On différencie souvent deux typologies de saisonnalité, temps fort, temps faible, qui sont assez classiques, que vous utilisez aussi chez vous de votre côté. Maintenant, c'est comment est-ce qu'on peut profiter des temps faibles pour apprendre et comment est-ce qu'on va pouvoir lâcher les chevaux en temps fort pour justement développer tous les apprentissages et toute la structure qu'il va me falloir pour atteindre mes objectifs en termes de CA. Donc, par rapport à cette slide, vous serez surpris de voir quand même le nombre d'e-commerçants qui ne mettent pas à jour leur structure en temps fort ou en temps faible. Avec nos expérimentations chez JVWeb et au travers des années, on a trouvé la bonne formule pour les adapter en fonction des différents temps. Ce que je vous disais avant, c'est qu'en période faible, vous allez mettre en place des campagnes tournées branding notoriété pour rester en fil rouge dans l'esprit de vos consommateurs potentiels, de vos prospects. Vous allez développer vos campagnes de testing pour les créas, qui sont une brique super importante pour pouvoir investir et chercher de la performance avec des créas qui fonctionnent parce que vous l'avez démontré et vous avez réussi à identifier les meilleurs axes. Et en temps fort, vous allez pouvoir augmenter vos budgets, augmenter votre chiffre d'affaires, chercher de la performance et développer votre structure grâce à tout ce que vous aurez appris en temps faible. Donc en fait, ces temps faibles sont tout aussi importants que les temps forts parce que c'est une phase préparatoire qui va être essentielle pour l'atteinte de vos objectifs. Et pour autant, c'est une phase qui est trop souvent négligée par les annonceurs qu'on voit. C'est encore difficile de se dire, OK, on va investir avec alors potentiellement une rentabilité différente parce qu'on est en temps faible. On sait que vos clients sont moins actifs dans ces temps, mais pour autant, il faut vraiment le voir comme quelque chose, une phase d'apprentissage qui va nous permettre de lâcher les chevaux, en fait, comme je l'avais dit, et de pouvoir tout donner dans la période de temps fort.
Donc, le gain, c'est si vous allez avoir envie d'alterner vos structures pour garantir la meilleure rentabilité, surtout dans un contexte 2023 où on sait que c'est compliqué, qu'on a du mal à soit chercher de la rentabilité, soit du volume. On a connu plus simple comme période pour l'e-commerce, mais aujourd'hui, c'est quand même un prérequis et vous allez avoir envie d'atteindre vos objectifs, ce qui est normal. Aussi, vous allez avoir une communication différente en fonction de la place dans le funnel de conversion, comme on l'a dit avant, avec les campagnes de notoriété plus axées sur votre image de marque, les campagnes de trafic et ou de leads qui sont plus axées sur les bénéfices du produit, et les campagnes bas de funnel qui sont plus souvent généralement axées sur les promotions, les offres, les deals, etc. Donc, c'est en adaptant vos messages, vous allez réussir à trouver le bon équilibre entre saison forte, saison faible également. Si vous n'adaptez pas vos messages, vous passez aussi à côté de toute la force de la plateforme, justement, et toutes les capacités que peuvent nous offrir Meta. Donc, stratégiquement, pourquoi est-ce que vous devez le faire? Simplement pour aller chercher un volume marginal en tout temps de l'année. Vous allez toujours avoir envie d'investir en période faible, même si vous savez que vous allez faire moins de volume, vous garantissez la rentabilité tout en apprenant, et en temps fort, c'est le moment où vous allez pouvoir tout développer. Les coûts sont moins élevés en période faible aussi parce que de nombreux annonceurs sont moins actifs, comme vous l'êtes probablement. Donc, on ne dit pas de tout décaper sur la période faible parce que justement, il y a les annonceurs et vos concurrents qui sont moins actifs, mais on sait que justement, c'est quand même un moment où les CPM sont plus attractifs, vous payez moins cher votre diffusion et du coup, il y a toujours un volume marginal à aller récupérer lors de ces périodes de temps faible. Hyper clair. Et puis après, en temps fort, on a souvent les périodes de promo, Black Friday, etc. Donc aussi de la marge qui est restreinte. Donc le temps faible est intéressant à la fois parce que les investissements sont pas forcément énormes, vont être moins concurrentiels et parce qu'on peut plus marger. Et c'est vrai qu'on a pas mal de cas aussi parce qu'on dit souvent on change les budgets en temps fort, temps faible, ça c'est quelque chose qui est assez acquis. On fait des créas et des messages différents, c'est assez acquis, mais après ce qu'on va voir aussi après, c'est qu'on voit assez peu les structures qui évoluent. Pour tirer parti au maximum des temps faibles, on a des clients, moi j'en connais un c'est des centres de fitness. Il a 4 temps forts dans l'année qui sont dictés par des promotions sur l'abonnement. Je pense que ceux qui font du fitness connaissent en fait même les temps forts. Là, on arrive en plein bikini, summer, etc. Il diffuse très peu sur les temps faibles parce que les temps forts représentent 80 à 90% de ses abonnements. Mais en fait, c'est potentiellement, et c'est une erreur puisque ça a été mis en place, puisqu'il y a des gens qui ont besoin de changer de centre pour différents critères tout au long de l'année. Et c'est intéressant de garder une présence qui est plus minimaliste, qui est maîtrisée avec une structure qui est adaptée, bien entendu, pour pas s'adapter en fait à la période. Mais elle est ultra intéressante parce qu'il y a encore en fait du potentiel des nouveaux clients à aller chercher et en plus sur des abonnements qui ne sont pas remisés en fait. Donc, comme on s'engage souvent sur 6 mois, 1 an, financièrement, c'est vraiment intéressant. Et ça, c'est ce qu'on voit beaucoup sur la structure où ça manque en gros de personnalisation. Je sais, c'est l'exemple que tu donnes après. Effectivement. Et on est trop souvent aussi dans les idées reçues où l'adaptation entre temps fort et temps faible, c'est uniquement les budgets. Non, il y a toute la structure qui va avec. Ou en fil rouge sur toute l'année, vous allez avoir envie d'avoir vos campagnes de conversion, donc conversion, catalogue, ASC+, Drive to Store et le retargeting qui est aussi super important parce qu'on va retravailler les audiences, comme on l'a dit, avec des messages différents. Maintenant, en période basse, vous allez sacrifier votre volume au profit de la rentabilité, et ce qui est normal. Vous savez que votre cœur de cible, il est moins actif, comme l'a dit Sylvain, et c'est le moment de baisser vos investissements pour réaliser vos tests et investir plus intelligemment lors de la période forte. On accompagne de plus en plus de clients chez JVWeb aussi sur ce mode de payetage à 2 niveaux, avec temps fort, temps faible. Ou en temps fort, on va rajouter du coup les campagnes de fidélisation, les campagnes de prospection avec la newsletter, les campagnes de configuration avec le trafic et la notoriété également. Donc, pour nous permettre d'avoir justement toute la force de l'algo, toute la force de la plateforme, de ce que peut nous offrir Facebook, Insta, aussi en fonction des placements publicitaires qu'on va choisir. Donc, c'est très important. Aujourd'hui, on essaye vraiment d'accompagner au mieux nos annonceurs sur ce mode de pilotage parce que c'est un modèle qui a prouvé son efficacité. C'est un des secrets qu'on voulait vous partager aujourd'hui, c'est adapter, mais n'adaptez pas uniquement avec vos investissements. On rentre trop facilement dans le piège de l'investissement. Non, en fait, il y a toute une structure qui est à remettre à niveau
Et en fait, c'est pas d'échouer, de retourner sur une structure qui est plus calme, entre guillemets, avec moins de campagnes. C'est juste être plus malin et justement investir uniquement sur ce qui fonctionne. Donc, vous allez avoir vous allez réussir à sauver votre rentabilité comme ça. Hop. On passe sur la partie data, sauf si tu voulais conclure sur autre chose sur ce point-là. Non, s'il y avait des questions avant d'enchaîner sur la suite, J'ai c'est le une moment. question. Sinon, Est-ce que on a des comparatifs de budget par rapport au secteur, en fait, cosmétique, mode, lifestyle, alimentaire, etc., en fonction des différentes typologies de campagnes aussi, savoir si on collecte et si on partage ce genre de données. Je sais que par secteur, alors nous, bien sûr, c'est des informations en interne qu'on utilise en fait pour avoir des tendances. Après, comme l'a dit Pierre, chaque client en fait est différent. Donc, regardez une saisonnalité de budget. On a tous, comme tous les commerçants, les gros temps forts, Sol, Black Friday, voire Noël, mais des fois, certains e-commerçants, Noël, c'est pas du tout là où c'est intéressant pour eux. D'autres vont avoir peut-être 70% de leur chiffre. Donc, il y a toujours des cas qui font qu'il y a quand même des différences, je pense, sur ce côté saisonnalité en fonction de la temporalité et des promos, ça peut varier. On a des acteurs qui ont leur propre opération où ils sont très très forts. Et donc forcément, ça fait aussi énormément de budget, bouger les budgets qu'on peut voir. Ce qu'on fait, mais qu'on ne partage pas forcément, notamment sur des appels d'offres, des audits, etc., c'est qu'on compare aussi, mais c'est plus pour montrer en fait notre logique et les manquements et les choses à discuter. Nos clients, par exemple, des retailers mode, leur manière dont ils investissent, souvent entre du paid search et du paid social aussi, et après à l'intérieur aussi sur les typologies de campagnes qui sont activées, pour montrer justement éventuellement les manquements en termes de type de campagne, de structure, par rapport en fait à leur objectif. Mais après, voilà, c'est pour moi une erreur de dire que parce qu'on a, je sais pas combien, on a 25-30 clients dans la mode et qu'en moyenne, ils investissent 40% de leur budget sur des campagnes de retargeting, un annonceur qu'on va rencontrer qui est qu'à 20%, sans réfléchir ou aller plus loin, on va se dire c'est pas le benchmark, c'est pas OK. Donc, c'est pas forcément non plus un énorme référentiel. Je sais pas ce que tu en penses, Pierre. ouais, je suis totalement aligné avec toi sur le fait que justement, c'est le message qu'on essaye de faire passer où il n'y a pas de normes. Ça dépendra de votre contexte, de votre maturité, de votre force de frappe, de vos offres commerciales. Ça dépend d'énormément d'éléments différents qui nous permettent pas de nous dire, OK, aujourd'hui, on te recommande de partir sur 80% de ton investissement sur la campagne de catalogue, 20% sur du retargeting, etc. Ça n'aurait aucun sens de te donner des guidelines comme ça, dans la mesure où justement, le message qu'on essaye de faire passer, c'est aussi en fait, on voit de tout. On voit de tout et ça dépend d'énormément d'éléments qui vous sont propres. Après, ce qui est certain, comme on l'a vu, si on ne travaille pas du tout selon la saisonnalité ou si on a un objectif de croissance, d'aller chercher des nouveaux clients sur 2023 et qu'on regarde dans le compte, on voit qu'on est focus sur du pur retargeting et de la conversion, on sait qu'il y a un manquement et qu'il faudrait revoir les budgets, revoir la répartition pour aller intégrer des campagnes, justement comme Pierre a parlé, de croissance avec aller chercher plus de trafic, aller chercher du lead en fait et nourrir nos bassins d'audience et qu'on va amener à convertir en fait pour que le vivier grossisse et qu'on ait de quoi travailler, sinon on s'épuise petit à petit, quoi. Tout à fait. J'ai pas d'autres questions, donc on peut passer à la partie. Allez, La on va partie avancer sur la brique tracking, une brique qui est souvent compliquée et assez détestée de la part des annonceurs, des équipes IT qui n'arrivent pas à prioriser et qui est souvent sujet à conflit. Donc C'est on peut ça, déjà avancer. on a GA4, GA4 qui est le gros Ouais, en morceau plus, du moment. ouais, Alors, avec celui-là en plus, gros c'est morceau, ouais, niveau technique, c'est effectivement. costaud. Ça, c'est le gros morceau Juste, depuis plus d'un an. ouais, Oui, vas-y. vas-y, pardon. Ok. Non, non, je voulais représenter le sondage, mais si tu veux le faire, Ok, je t'en prie. bah, je vais y aller alors à ce moment-là. Donc, on a fait un webinaire pour ceux qui étaient là en février où il y avait un peu plus d'une centaine de participants qui nous ont dit qu'aujourd'hui, 80% n'avaient pas commencé à installer Capi ou rencontraient des difficultés dans son installation. Capi, pour rappel, c'est la méthode serveur-serveur. On aura une slide après pour vous le représenter.
L'idée, c'est pas de perdre du temps à vous réexpliquer CAPI aujourd'hui. Normalement, vous êtes tous à niveau sur la fin des cookies tiers et la préparation de CAPI qui préparera l'avenir, justement. C'est l'outil méta. Donc, est-ce que votre tracking est OK? Aujourd'hui, avoir un tracking optimal en juin 2023, c'est vous traquez les événements de votre site avec le pixel. En complément, vous avez implémenté l'API de conversion pour améliorer vos performances et réduire vos coûts d'acquisition. Et vous êtes en train actuellement d'améliorer votre EMQ ou Event Match Quality et piloter grâce au principe des micro-conversions. Pour la faire simple et pour éviter de perdre tout le monde, les impacts si aujourd'hui on n'a pas l'API de conversion et qu'on n'est pas sur les 2 dernières étapes, c'est que vos coûts vont être dégradés. L'algorithme aura des ciblages qui sont plus hasardeux parce qu'il n'arrivera pas à récupérer autant de signaux et à générer autant de performances, ce qui va entraîner une mauvaise rentabilité, ce qui va vous compliquer l'apport de méta, de pouvoir le justifier, de pouvoir le pitcher, et du coup, ce qui va vous faire passer à côté de certaines opportunités business. Et en fonction de vos investissements, ça peut être jusqu'à des dizaines de milliers d'euros tous les mois qui vous passent sous le nez parce que votre tracking n'est pas forcément OK. Donc, il y a de gros enjeux à réaliser cette brique. On sait que c'est un frein pour vous. Aujourd'hui, on a développé une solution chez JWeb qu'on vous présentera après. Mais aujourd'hui, vous êtes supposé avoir installé le pixel, l'API et vous êtes en train d'optimiser. Sinon, vous passez à côté de la force de toute la plateforme. Si on avance pour le rappel sur l'API de conversion, très rapidement, l'idée, c'était pas de faire le webinaire sur le tracking uniquement. Pour rappel, vous pouvez regarder en replay le webinaire qu'on avait fait en février qui traitait beaucoup de ces sujets de tracking. C'est disponible sur le site de JVWeb, donc n'hésitez pas à le voir si c'est un sujet que vous avez envie d'approfondir et qui va vous permettre justement de débloquer probablement si vous êtes bloqué sur ces étapes. Donc, l'API de conversion, très rapidement, c'est l'outil Meta Business qui crée une connexion serveur-serveur entre votre propre serveur et le serveur de Meta, ce qui va vous permettre d'optimiser vos coûts, de les réduire, vos coûts par action, d'améliorer votre rentabilité grâce à la préparation aussi de l'avenir. Donc, les cookies vont être amenés à disparaître, on le sait, c'est inévitable. Donc, installer tout de suite l'API de conversion, c'est s'assurer d'avoir assez de temps pour pouvoir l'optimiser et pour pouvoir être prêt lorsque les cookies vont disparaître. Pour rappel, si on utilise le pixel aujourd'hui, c'est qu'il est adossé aux cookies. Et lorsque les cookies vont disparaître, le pixel disparaîtra avec. Donc, en fait, vous ne pourrez plus rien traquer si vous n'avez pas l'API de conversion. C'est même plus négociable, ça sera juste aucune visibilité, full black box, et vous allez complètement dérégler votre acquisition via le SMA. Donc, l'API de conversion sert aussi à pallier à la perte de données et vous permet de contrôler absolument toutes les données que vous voulez partager sur les serveurs de Meta et même les données qui ont au-delà de ce qu'on arrive à récupérer avec le pixel. Donc, on parle de micro-conversion, mais on parle aussi de toute la qualité des prospects que vous allez pouvoir récupérer. Donc, en fait, ça vous permettra d'avoir un ciblage qui est top niveau et d'avoir les meilleurs coûts possibles pour la meilleure rentabilité. Maintenant, il y a 3 modes d'intégration possibles. Pareil, je vais passer relativement vite là-dessus. Le premier, c'est le portail de l'API de conversion. L'avantage, c'est que c'est la méthode d'intégration la plus simple et la plus rapide. Le désavantage, c'est que ça nécessite un abonnement payant à Amazon Web Services pour avoir l'hébergement du serveur. Simple et classique. La deuxième, c'est l'intégration directe. Elle offre toute la flexibilité, comme je le disais avant, sur les infos que vous souhaitez faire remonter de votre serveur sur le serveur Meta. Donc, vous pouvez creuser de votre côté aussi pour améliorer l'event match quality, donc pour améliorer justement votre coût et la force justement de l'API de conversion. Et vous pouvez le reconfigurer vous-même en cas de souci. Si jamais on sait d'expérience qu'il peut y avoir des sujets compliqués et ça peut casser du jour au lendemain, il peut y avoir des problèmes techniques sur votre site ou autre, là, vous avez la main mise sur absolument tout. Par contre, le désavantage, c'est que vous avez besoin de compétences de développement pour intégrer CAPI dans votre code. Et on sait d'expérience que c'est un sujet qui est très compliqué à être priorisé par votre équipe IT. On le sait, vous le savez, tout le monde le sait ici. Donc, à voir si vous pouvez le prioriser. La dernière solution, c'est l'intégration avec les solutions partenaires. Donc, c'est une intégration simplifiée avec plus de 50 partenaires comme Shopify, WooCommerce, GTM, Salesforce, et il y a toute une liste. Donc, vous trouverez sûrement
votre CDP, votre CMS, etc. Par contre, vous avez besoin de passer par un plugin, par GTM pour l'installer. Donc voilà pour les modes d'intégration. Quel gain attendre maintenant de Capi? Comment est-ce que vous pouvez savoir si ça a fonctionné ou pas? Le discours méta, c'est les 19% d'amélioration moyenne du coût par résultat pour les annonceurs qui avaient configuré correctement l'API de conversion. Maintenant, la réalité JV Web, donc par rapport à ce qu'annonçait Meta et d'un point de vue chiffre d'affaires, ça nous fait remonter plus 13% de baisse moyenne de CPA chez les clients sur lesquels on a implémenté l'API de conversion. Donc, dans certains cas, pareil, en fonction de vos investissements, ça peut vous faire paquer des dizaines de milliers d'euros supplémentaires qui seront autant de signaux envoyés à l'algorithme pour améliorer son ciblage. Et après, on rentre dans un cercle vertueux où tracking OK égale ciblage OK égale performance OK égale rentabilité égale chiffre d'affaires. C'est toujours comme ça dans le chiffre. En valeur, c'est super significatif et ça va vous permettre de valoriser aussi les résultats du SMA dans votre boîte. Et c'est bon pour vous, forcément. Vous allez avoir plus de stats et vous pourrez mieux optimiser. Et là, je précise que l'étude en fait qui a été faite, c'était sur l'option 1 en passant en fait par l'API et Amazon Web Services. Et là, en fait, je vais vous parler des options. Celle-là est la plus facile à mettre en œuvre, mais celle qui apporte entre guillemets le moins de résultats puisque tout ne peut pas être traqué. Pour vous aider, nous, là-dessus, ce qu'on propose, puisque je pense que tout le monde sait qu'on a bien entendu du server-side, de Capi, le fonctionnement, et comme l'a dit Pierre, c'est plutôt les contraintes techniques qui font que ce n'est pas encore mis en place. Nous, avec Meta, vu qu'on a le badge partner, on est capable en fait de vous fournir des coupons de réduction publicitaire qui sont à hauteur de 4 000 €, avec des conditions qui ne sont pas non plus hyper drastiques. Bien sûr, il ne faut jamais avoir installé Capi en fait auparavant. Il faut que vous investissiez 4 000 € sur une campagne sur la période. Donc, les coupons se déclenchent de trimestre en trimestre. Le prochain va arriver en juillet, puisqu'on est quasiment sûr que ça sera reconduit, puisqu'il y a encore beaucoup d'annonceurs qui ne l'ont pas fait. Donc, plus tôt vous commencez, plus c'est facile de l'implémenter sur juillet, de se dire j'ai août et septembre pour investir au moins 4 000 € sur une campagne. Et à ce moment-là, en fait, Facebook va vous créditer une remise publicitaire sur les prochaines factures de 4 000 €. C'est quand même un gain qui est assez important. Et nous, on propose 2 modes d'installation pour vous donner un peu des ordres de prix aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Il y a l'option API Gateway, donc la version facile. C'est là où si vous avez des contraintes techniques, des tickets qui sont pas encore traités et que c'est compliqué en fait pour vous de mettre en œuvre, c'est une version qui est un peu plus plug and play. Et surtout, si votre pixel Facebook est aujourd'hui OK, JV Web est autonome pour mettre en place en fait Capi. On est sur des frais de setup qui sont entre 1 000 et 1 500 €. Et après, il y a comme tout tracking server-side, il y a un abonnement mensuel en fonction de la data qui est collectée. Ça va de 100 €, ça peut monter à plus de 500 €. Plus de 500 €, ça veut dire qu'il faut avoir, ça vous le voyez dans les événements, plus de 1,5 million de page view par mois. Plus en fait le pixel déclenche, plus ça fait collecter de la donnée. Et puis après, il y a des coûts serveurs et abonnements qui sont élevés. Donc ça, c'est la version qui ne permet de pas tout mesurer, AdBlocker, etc. ne vont pas fonctionner, mais qui est assez simple à mettre en œuvre, notamment quand on a des contraintes techniques. Il y a une deuxième version où on passe par un partenaire qui s'appelle Addingwell, qui permet d'aller beaucoup plus loin puisque le tracking est beaucoup plus flat. Ils ont un système de proxy qui permet jusqu'à être 100% RGPD aussi. La grosse contrainte, c'est qu'il faut qu'on ait un GA4 qui soit 100% configuré puisque la solution passe principalement par GA4 pour la mise en place. Et ça permet après d'avoir un server-side qui est global, Capi, mais intégrer le server-side côté GA aussi. Le setup est un peu plus cher puisque nous, on fait la mise en place. En fait, on utilise l'outil, on fait la mise en place avec vous. Et par contre, l'abonnement mensuel est moins cher, généralement 2 à 3 fois moins cher. Donc l'un dans l'autre, ça va dépendre. La deuxième option est la meilleure pour remonter des données. On a mis un exemple ici. J'ai récupéré ce matin, il est tout frais auprès de notre CTO. C'est un client pour lequel on a installé il y a à peu près un mois. Comme vous le voyez, en fait, depuis la mise en place, on a remonté 50% de conversion en plus. Donc, entre le 13-19 et le 50, il y a quand même un gap. Attention, hein, c'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est une moyenne, mais on sait qu'avec l'option 2,
on a un volume qui est beaucoup plus conséquent des données qu'on va être capable de remonter. Et forcément, avec cette remise publicitaire, ça peut vous intéresser. On termine la dernière partie, il me reste 10 minutes pour vous parler des créas. J'ai un petit sondage que je vais lancer. Hop. On voulait connaître un petit peu votre fréquence de mise à jour des créas. Donc là, je l'ai lancé, ça va s'afficher, vous allez pouvoir commencer en fait à répondre. En fait, sur cette partie, on ne va pas vous présenter tout ce qu'on fait au pôle créa chez JV Web. On recommande de travailler les contenus UGC, ça c'est évident et vous en avez entendu parler. On fait du motion design, on fait de la créa vraiment branding. Mais là, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est un peu nous, peu comme le titre du webinaire, les secrets, comment en fait on essaye de lever les freins de nos clients et qu'est-ce qu'on a mis en place avec Martial qui gère le pôle chez nous pour être capable de produire en fait des créas de manière en fait régulière et pour aller chercher en fait des gains de performance. Donc là, ce que je vois un petit peu dans les analyses, dans le résultat du sondage, c'est que vous êtes plus de la moitié à changer vos créas tous les mois, ce qui est déjà très bien. Il y en a quand même 30% qui le font 3-4 fois par an, ce qui n'est pas trop recommandé puisque pour la fatigue publicitaire, les tests, etc., ça fait quand même assez long. Et 16% qui sont plutôt dans les bonnes pratiques puisqu'ils font des A/B tests chaque semaine. Donc, je vais clôturer. On n'a pas trop bougé au niveau des sondages. C'est ça, c'est 50% qui changent tous les mois. Donc, il faut arriver à changer de manière plus régulière. Après, tout dépend ce qu'on entend par changement en fait aussi. Nous, ce qu'on constate comme frein classique, c'est un manque de temps. Pas eu le temps de produire des nouvelles créas puisque j'ai de prioriser d'autres tâches qui sont plus importantes, etc. Donc, je priorise. J'ai pas le temps, retard de livraison ou délai qui va être plus long. Je manque de compétences. J'ai personne à l'interne pour faire le design, j'ai quelqu'un, mais aujourd'hui, il doit aussi gérer d'autres aspects, le site, etc. Donc, en termes de production, j'ai des délais qui vont être plus longs au niveau ticket, c'est pas encore priorisé. Donc, on a un délai aussi de mise à jour des créas qui va s'allonger. Je manque de matériel. Je n'ai pas suffisamment aujourd'hui de matière en termes d'images, en termes de vidéos, etc. pour produire. Donc, le temps de récupérer tout ça, pareil, soit je ne change pas, soit je vais mettre du temps à changer. Et ce qu'on entend souvent aussi, et qui est totalement compréhensible, c'est moi, je veux des créas qui fonctionnent, mais je veux des créas qui soient belles. Parce que pour mon image de marque, etc., c'est quand même hyper important. Ce qui est vrai, notamment quand on est en haut de funnel, branding, c'est vrai que notre conseil, c'est la créa doit être belle, de qualité, parce qu'on est sur un objectif différent. Mais ça reste en fait un frein au quotidien dans du fil rouge, dans de la performance et dans de l'acquisition, puisque faire des créas belles, ça demande plus de temps, plus d'argent. Et donc, ça permet ça ne permet pas d'avoir des fréquences de mise à jour qui soient suffisamment en fait régulières. Donc, partant en fait de ce constat-là, on a fait une petite formule. Finalement, les mauvaises performances, c'est quoi? C'est souvent des créas qui sont sous-performantes. Alors, ça fait très fourre-tout parce qu'à l'intérieur, il peut y avoir pas mal de choses en fait. Ciblage qui n'est pas bon, la créa qui n'est pas adaptée, que ça peut être le wording, ça peut être le message qui est envoyé, les couleurs utilisées. Il y a plein d'aspects en fait qui peuvent être pris en compte. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on a une créa qui n'est pas très performante et qui tourne, ce qui va aussi vous faire perdre de l'argent en fait tous les jours, c'est le temps que vous allez mettre à réagir et à produire en fait des nouvelles créas, à tester des nouvelles choses, à essayer de contrer la baisse des performances que vous constatez, qui peut être liée à une fatigue publicitaire ou à une créa qui n'a pas fonctionné parce qu'elle n'a pas fonctionné. Une créa belle, c'est pas une créa qui fonctionne toujours. C'est pour ça qu'on l'a mis en rouge. Pour nous, c'est le point d'attention. Faire des créas belles, c'est très bien, mais en fait, si vous n'êtes pas capable d'avoir une fréquence régulière, toute la période où vous êtes en production de créa, c'est des euros en fait que vous allez perdre toutes les heures et tous les jours jusqu'à ce que vous puissiez renouveler, retrouver des performances. Et ça, c'est un peu le point d'attention et c'est ce qu'on propose après derrière en termes de dispositifs. Ce qu'on fait chez JV Web pour produire en fait vite et bien, c'est qu'on va créer des templates qu'on peut renouveler 3-4 fois par an pour changer un peu l'identité graphique, visuelle, etc. Et le but, c'est d'être capable d'avoir des templates sur lesquels on va être ultra réactif et on va pouvoir produire des variantes, des déclinaisons de manière très rapide, sans douleur, sans contrainte et de manière assez facile, voire même en fait automatisée.
c'est du snack content. En fait, on a du gain de temps. Ça va coûter en fait moins cher et surtout, ça permet de favoriser les A/B tests. Donc, on priorise. Je dis pas la qualité parce qu'elles sont pas non plus horribles. Hein, c'est pas le but. Il faut trouver un entre-deux. Mais on favorise le fait de pouvoir A/B tester, de personnaliser, d'être ultra réactif par rapport aux résultats à une créa qui est beaucoup plus réfléchie, qui est beaucoup plus jolie, beaucoup plus en fait travaillée. C'est un parti pris. Ça se fait surtout sur des campagnes vraiment où on va aller chercher de la pure performance. À partir en fait de ce template-là, ça va être assez facile d'aller changer en fait les wordings, que ce soit les titres, hein, c'est ce qu'on voit en fait, ils sont déjà prédéfinis, la description, les différents titres, changer le CTA, changer rapidement les couleurs aussi. C'est assez simple à mettre en œuvre et on sait que des fois ça peut attirer l'œil, ça peut changer les images en fonction des cibles qu'on peut avoir, qui peuvent être différentes. Si on parle à une personne senior, elle peut être plus attentive à avoir un visuel où il y a une personne senior parce qu'elle va se reconnaître. Si on a un produit qui est assez large, on peut changer et faire des ciblages de cette manière-là. En tout cas, on peut tester. Voilà, il y a plein de combinaisons selon un petit peu votre cible et surtout selon les résultats que vous allez avoir en fait au fur et à mesure de vos campagnes et dès que vous constatez qu'il faut faire des modifications, que les rendez-vous, que les performances sont pas au rendez-vous, on commence en fait à décliner, on réagit assez vite et on perd le moins de temps possible en fait. Et du coup, comment ça fonctionne en termes de planification? C'est assez simple finalement. On va valider au démarrage avec le client tout ce qui est brief, USP, objectif, les insights, pour nous permettre en fait derrière d'aller construire en fait un template. À partir de ce template, on va commencer à définir différentes variables dont on va avoir besoin pour lancer. Et ensuite, en fonction des résultats qu'on va obtenir, qu'ils soient positifs ou négatifs, on en tire des enseignements et on fait de la B-test en continu. On peut lancer jusqu'à 20, 30, 40 déclinaisons. Une déclinaison est issue d'un enseignement et donc d'un A/B test chaque mois en fait. Donc, on a une fréquence qui est vraiment ultra répétitive. Et un changement, ça peut être un titre, ça peut être une image, un CTA, une couleur. Ce n'est pas forcément des gros changements, donc ce n'est pas très compliqué à mettre en œuvre, mais ça peut aussi faire des différences assez importantes sur les résultats. Donc, des exemples qu'on a ici, un client qui est maison de la détection. On a vraiment le template en fait de base et puis après, au plan, on a même deux templates dans cet exemple-là. On va pouvoir le modifier ici de manière dynamique puisqu'on part du catalogue produit pour proposer les bons produits aux bonnes cibles. Parce qu'on ne touche pas de la même façon. Alors, c'est les pêcheurs et ceux qui font de la détection. Je ne sais pas s'il y a un nom en particulier, je connais pas. Donc, on est sur des ciblages qui sont différents. Et après, on peut assez facilement changer les produits d'appel qu'on va mettre en avant, changer les wordings là sur des témoignages ou sur des titres, etc. en fonction de ce qu'on constate en termes de résultats et se nourrir de ça en fait au fur et à mesure. Notre exemple ici, c'est un acteur qui est dans l'hôtellerie avec différentes marques. Pareil, on va pouvoir en fait avoir des templates qui vont nous permettre assez facilement, en fonction des destinations, en fonction des produits ou des hôtels, de changer en fait les éléments qu'on va pousser et après bien sûr d'AB tester selon pas mal de critères. J'ai fait assez rapide, comme ça on finit dans les temps à midi. Du coup, en fait, pourquoi ce dispositif pour nous, il fonctionne et il permet de répondre à pas mal de freins. Il n'élève pas tous, hein, mais vraiment les freins sur le côté, je veux de la performance et ça passe par de l'A/B test et de la mise à jour régulière sans que ça soit trop douloureux. Déjà parce que finalement, les prix sont assez compétitifs. Parce que si on parle de déclinaison, comme on est capable d'en faire énormément, nous, on estime qu'on est à peu près à 30 € pour le client prix de la déclinaison. Donc, ça reste relativement faible et ça permet de tester. Les A/B tests, du coup, ils sont infinis puisqu'on peut facilement changer quelque chose. Ça prend quelques secondes. On est ultra réactif. Et comme je disais, c'est pas très compliqué puisque changer un titre, c'est quelque chose d'assez simple à mettre en œuvre alors que partir d'une page blanche et refaire toute une créa, ça demande des compétences et du temps déjà qui ne sont pas du tout le même. Il y a une certaine autonomie, que ce soit dans le cas où vous gérez vos campagnes à l'interne, vous pouvez à partir des templates faire vos modifications en live et aller les plugger directement sur Meta sans passer par la personne qui gère la partie design créa chez vous. Et nous, en fait, on peut directement, je parle en tant qu'un account manager comme Pierre, modifier directement les templates, les intégrer
et pas forcément attendre les retours des clients qui peuvent être longs, etc. Donc, il y a vraiment une énorme réactivité et du coup des délais qui sont assez courts puisqu'on produit des déclinaisons et dans la journée ou une demi-journée, en fait, on peut lancer directement et contrer la baisse de performance. Pierre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose de ton point de vue sur la partie créa? Ça me paraît extrêmement clair et concis. J'aurais pas su rajouter quelque chose. Donc merci pour ta présentation qui était top. Wow. qui finit dans les temps. Écoute, j'espère que c'est le même avis des personnes qui sont là. Il est midi pile. On a terminé sur la partie créa. Donc voilà, les trois enjeux pour nous essentiels, c'est une structure qui est adaptée, que vous faites vraiment évoluer en fonction de vos objectifs et de la saisonnalité. On sait que c'est pénible, mais le tracking, en passant par la data, ça reste un essentiel et ça va de toute façon devenir obligatoire. Donc, il faut arriver à basculer. Et en plus, voilà, vous voyez, on a des remises qui peuvent s'appliquer si vous avez des montants de dépenses intéressants et on le met en place directement avec notre pôle tech chez nous. Et la partie créa, il y a bien sûr d'autres choses qui existent sur les créas dont on n'a pas parlé. On voulait faire un focus sur le côté frein et nous, voilà, le secret qui fait qu'on a un peu débloqué, levé ces problèmes-là pour être capable d'avoir des créas qui soient axés performance et de tester un petit peu ce qui peut fonctionner au fur et à mesure. Donc, on espère que ça vous a plu. Merci à vous. Je vois qu'il y a encore une question et je vais voir s'il y en a d'autres. Si vous souhaitez des sessions de one-one avec Pierre ou nos experts, n'hésitez pas à me contacter sur mon mail. Comme ça, on pourra regarder sur la checklist qu'il a présentée en fait au début, est-ce que vous êtes OK, pas OK, parce qu'on fait ça de manière quotidienne. Les prochains webinaires, je pense que là, on va faire une petite pause été avec les vacances, etc. Donc, on a hâte de vous retrouver en septembre. Il y a un super event qui se profile en septembre, donc vous serez informés. J'en parle pas trop pour l'instant, puisque c'est encore en cours d'organisation. Et puis après, si vous voulez voir un peu ce qu'on propose de manière globale, nos contenus, on a pas mal de livres blancs, on a tous les replays de webinaires, on a le blog, la newsletter. N'hésitez pas à aller sur notre site jweb.fr. Et du coup, j'ai une question. Quand vous parlez de production de créa régulière, vous conseillez changer des créas tous les combien de temps? Pareil, c'est difficile de donner une réponse unique dans la mesure où on n'a pas les investissements. C'est difficile d'avoir la structure que vous allez mettre en place aussi pour tester ces créas. Donc, il n'y a pas de réponse type non plus. Ouais, alors après, c'est sûr que si on fait ça une fois tous les 3-4 fois par an, c'est certain que c'est pas assez. Parce que, en fait, peu importe ce que vous faites, si vous faites des changements sur des tâches opérationnelles une fois tous les trimestres, ça risque à manquer auprès de résultats. Faire tous les jours, ça n'a pas forcément de sens parce qu'on est dicté aussi par l'analyse des performances qui vont nous permettre de se dire est-ce que la créa est le problème ou la solution et qu'est-ce que j'ai envie de tester pour améliorer. Mais c'est sûr que je pense qu'on fait avec ce modèle-là, on est capable de faire des déclinaisons toutes les semaines si on a des résultats analysés suffisants pour se dire que ça vaut le coup de le faire. Donc, c'est un peu le but, quoi. Donc, comme tu dis, c'est difficile à dire, mais je pense que voilà, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, faire des déclinaisons, tester des choses, ça me paraît assez essentiel à mettre en œuvre. Alors, il y a Frédéric qui demande est-ce qu'on parle de créa photo ou de vidéo, ou les deux? Là, ces templates-là sont focus principalement sur des images statiques, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si j'ai Martial dans la boucle qui peut nous dire s'il y a un projet aussi sur la partie vidéo, mais c'est principalement sur l'image statique ce qui reste aujourd'hui le plus performant sur les campagnes d'acquisition et donc vraiment orienté performance. Après, on peut avoir la même mécanique sur de la vidéo aussi, mais c'est un peu plus Martial complexe me à fait mettre un en pouce. œuvre. Martial me fait un pouce levé, donc oui, tout à fait Donc possible à statique, ce moment. c'est ça, exactement. Ok, je vois qu'on n'a pas d'autres questions.
Il me dit vidéo en développement, petit teaser pour septembre, Martial, du coup. On prépare l'été, on s'en reparle en septembre. Merci à tous. Alors j'ai presque envie de vous dire bonnes vacances, même si on est le 20 juin, mais vu qu'on va peut-être pas se revoir en juillet et août, c'est un peu avec de l'avance. Et hâte de vous retrouver pour un prochain webinaire. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des feedbacks et commentaires, moi je suis pas disponible que pour faire du commercial, ça m'intéresse aussi. Si vous prenez 3 minutes pour me faire un mail et me donner vos feedbacks à chaud ou à froid de nos webinaires et comment on peut bosser cet été pour les améliorer à la rentrée, n'hésitez pas. Merci à tous. Parfait. Merci Un bon beaucoup à appétit, tous. une bonne journée. Au revoir. Au revoir.